Vladimir Poutine au volant d'un poids lourd pour inaugurer un pont flambant neuf. Cela pourrait être une de ces séquences viriles auxquelles le président russe nous a habitués. Ce convoi qui traverse la mer Noire est pourtant un énorme bras d'honneur au reste du monde. Le pont de 18 km relie la Russie à la Crimée, le territoire ukrainien que son armée a annexé par la force 4 ans plus tôt. Avec cette construction, Vladimir Poutine grave dans le béton une invasion que les Européens et les Américains ont vivement condamnée, mais sans pouvoir l'empêcher. В разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Son but, c'était exactement comme celui de Trump, c'est « Make Russia Great Again ». Dans son logiciel, il y a l'Empire des Tsars, c'est très clair. Il est assez fier quand on dit que c'est le nouveau tsar. Il se réfère à Pierre le Grand, mais avant lui à Ivan le Terrible, et puis à Staline. Et donc il s'inscrit dans cette lignée, c'est-à-dire à la fois tsar et dirigeant tout-puissant de l'Union soviétique. Le maître du Kremlin est prêt à tout pour satisfaire ses ambitions. Un dictateur tellement sûr de sa force et de la faiblesse de ses adversaires qu'il en est devenu incontrôlable. Vladimir Vladimirovich Poutine. Mars 2012. Vladimir Poutine est réélu pour un 3e mandat à la tête de la Fédération de Russie, dès le premier tour. Mais des manifestations, d'une ampleur inédite depuis la chute de l'URSS, viennent gâcher sa victoire. La protestation ne va pas faiblir et les gens ne vont pas se calmer. Ils n'abandonneront pas. Dans les rues, des Russes dénoncent des fraudes lors du scrutin. Et là, il prend peur, je pense. Il les accuse d'être influencés par l'Occident, ce qui était vrai. Le modèle, c'est plus l'Occident et ses valeurs démocratiques et libérales économiquement et politiquement que la vieille Union soviétique dont est nostalgique Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est convaincu que l'Occident cherche à l'affaiblir à coup d'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю. Потому что у нас с вами есть своя воля. Il faut revenir à ce qu'il est, à sa formation. Il est issu de la guerre froide, il est issu du KGB, et donc l'Occident est hostile, et l'ennemi. Il considère que l'Occident est affaibli, que les démocraties sont en crise, et tout ce qui montre les déficiences des démocraties, comme l'attaque du Capitole, les Gilets jaunes aussi, il montre que les démocraties, c'est le chaos. C'est sa vision, plus le fait qu'il considère que nous sommes décadents à cause du mariage pour tous, que c'est en fait la Russie, l'orthodoxie qui est extrêmement conservatrice et réactionnaire qui sauvera l'Europe. Et on l'a bien vu avec les médias comme RT et Sputnik, dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'ils sont bannis d'Europe. Il exploite à travers ses médias, à travers sa propagande, à travers ses réseaux d'influence, parce qu'il en a quand même beaucoup développé en Occident, il exploite toutes les failles en fait de l'Occident. Vladimir Poutine connaît très bien les leaders occidentaux. Il les a tous reçus au Kremlin. Et selon lui, aucun ne s'opposera à son ambition de puissance. Ils n'ont plus le courage ni la volonté de prendre le risque d'une guerre. Ils n'ont rien fait ou presque lorsqu'il a envahi une partie de la Géorgie en 2008. Ils ont renoncé à intervenir en Syrie, malgré l'utilisation d'armes chimiques par Bachar al-Assad.
Barack Obama a eu peur d'engager son pays dans un nouveau conflit. Et donc effectivement, Vladimir Poutine n'a pas pu l'interpréter autrement que comme un aveu de faiblesse. Et donc Poutine s'est dit, mais attendez, moi j'ai le champ libre. J'ai le champ libre. Je peux faire ce que je veux. Les Occidentaux tentent pourtant de l'arrêter. Au printemps 2014, les leaders les plus puissants de la planète sont tous réunis à Bruxelles. Tous? Pas tout à fait. Vladimir Poutine a été écarté. Le G8, qui devait initialement se tenir en Russie, a été transformé en G7. Moscou est sanctionné après l'invasion de la Crimée. Est-ce que c'est une exclusion définitive? Pas nécessairement, mais il était normal que les pays du G7 marquent fortement le coup, si je puis dire, par rapport à l'annexion de la Crimée. C'est ce que nous avons fait. Les grandes puissances l'excluent de la table des négociations, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des sanctions fortes. Il y a eu des discussions assez vives, puisque beaucoup de pays ont des intérêts commerciaux avec la Russie et ne voulaient pas que ça ait évidemment un retour, parce que la réciprocité joue immédiatement. Vous faites des sanctions, la Russie réplique. Donc il y avait ce débat-là. Et donc les Occidentaux mettent en place des sanctions qui ne sont pas assez fortes, qui ne l'impressionnent pas en tout cas. Le leader du Kremlin ne craint plus les Occidentaux qu'il juge faibles, divisés. Et il en abuse. En Russie, il commence par éliminer progressivement toute forme de contestation. On va évidemment à Moscou ce matin, sans surprise, la justice russe a ordonné hier soir l'emprisonnement d'Alexeï Navalny pour 3 ans et demi. Après une tentative d'empoisonnement, Alexeï Navalny n'a pas flanché. Il continue de défier le Kremlin. Pour avoir les mains libres à l'extérieur, sur la scène internationale, Vladimir Poutine avait besoin d'avoir les mains libres sur la scène intérieure russe. Il a éliminé, ou tenté d'éliminer en tout cas, un par un, les opposants qui pouvaient le gêner. Poutine est quelqu'un de fondamentalement violent et brutal. Lorsqu'on s'oppose à lui, il tue. Il tue. Il tue ou il fait tuer Boris Nemtsov, son principal opposant. Il tente d'assassiner Navalny. Il laisse assassiner une journaliste d'investigation qui lui posait des problèmes il y a quelques années. Donc c'est sa manière de faire face aux problèmes. Au sein même de son gouvernement, il s'entoure de fidèles, dont une grande part d'anciens espions comme lui. Il concentre désormais tous les pouvoirs. Il a tissé autour de lui, je dirais, toute une caste d'affidés, de gens qui ne vivent que par lui. Il a une main très forte, évidemment, sur tout l'appareil de sécurité, sur les réseaux mafieux qui tournent autour du pouvoir, de gens qui lui doivent tout. Cela fait plusieurs années que nous, observateurs extérieurs, tout comme les observateurs russes, n'observons plus de processus de prise de décision. On ne voit plus à la télévision russe une réunion du gouvernement ou une réunion du Conseil de sécurité. Il n'y a pas de débat au Parlement. Il est le seul maître à bord. Il prend les décisions. Seul maître à bord en Russie, le président cherche aussi à étendre son influence bien au-delà de ses frontières. Des soldats russes interviennent en Syrie, en Libye. Des mercenaires, proches du Kremlin, combattent en Centrafrique, au Mali. Et effectivement, il s'est implanté très fortement au Moyen-Orient. Il a commencé il y a peu de temps en Afrique aussi, y compris avec ses sociétés Wagner. Et donc, il veut que la Russie soit écoutée. La Russie de Poutine intervient aussi de manière beaucoup moins conventionnelle. Le 21 novembre 2015,
une partie de l'Ukraine est plongée dans le noir. Cette nuit-là, pas d'alerte, pas de raid aérien. Une puissante cyberattaque a fait sauter le réseau électrique ukrainien. Très vite, des pirates informatiques russes sont identifiés. Russia have a cyber attack, of course, against Ukraine, but not only. And this is the global cyber war of Russia against the whole world. Vladimir Poutine utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour combattre un ordre international qui ne lui convient pas. Il joue sur tous les ressorts, comme les cyberattaques ou l'ingérence. Encore une fois, il faut se souvenir en 2016, dans les élections américaines, l'ingérence russe qu'il y a eu dans l'élection. Donc, c'est pas seulement une guerre ouverte avec des chars comme on le voit aujourd'hui. C'est une guerre qu'il a entreprise depuis des années avec d'autres instruments, y compris les réseaux d'influence qui se sont développés dans tous les pays d'Occident. Face à cet activisme international, les leaders occidentaux tentent de négocier. Mais le président russe saisit chaque opportunité pour déstabiliser ses interlocuteurs. Lors de cette rencontre avec la chancelière allemande, Vladimir Poutine laisse rentrer son chien, Connie, un labrador noir, dans la pièce. Il sait pertinemment qu'Angela Merkel a une phobie des chiens, depuis une morsure dans son enfance. C'est quelque chose qu'on apprend dans les écoles des officiers du KGB aussi. Mais disons qu'après, vous avez des agents du KGB qui sont plus ou moins doués. D'une certaine manière, Poutine était quand même très doué. Vladimir Poutine se documente sur tous les dirigeants qu'il rencontre. Il connaît particulièrement leur parcours, leur CV, si vous voulez, et jusqu'à leur travers. Poutine est quelqu'un qui planifie ses coups, mais je crois qu'avant d'être un joueur d'échecs, et c'est ça où il ne faut pas se leurrer sur ce qu'il est, c'est un joueur plus de poker, ça veut dire qu'il bluffe, il se permet de tricher, et puis surtout, c'est quelqu'un qui bien souvent agit, quels que soient les risques, et parfois en prenant des risques, et puis observe les réactions face à lui, et en fonction des réactions, agit de telle ou telle autre manière. Face à l'échec des leaders occidentaux, Emmanuel Macron va tenter sa propre approche pour apprivoiser l'ours russe. Il est à l'Élysée depuis 15 jours quand il reçoit somptueusement Vladimir Poutine au château de Versailles. Il veut le flatter pour partir sur de bonnes bases. Les deux hommes inaugurent très opportunément une exposition sur l'empereur de Russie, Pierre le Grand. C'est donc un roi parfaitement légitime que le tsar vient rencontrer. La symbolique idéale pour établir un dialogue équilibré. Il sait que Vladimir Poutine, c'est un passionné d'histoire, c'est un passionné d'histoire de la Russie, et donc ça lui envoie un message plutôt amical pour le coup, mais c'est aussi une façon de lui montrer que, à côté de la grande civilisation russe, il y a une autre grande civilisation qui est la civilisation française. Vladimir Poutine ne respecterait que ceux qui n'ont pas peur de lui. Pour se mettre à sa hauteur, le président français aborde explicitement les questions qui fâchent. À commencer par la campagne présidentielle française, qui vient de s'achever. Merci d'être là. Et que Vladimir Poutine est soupçonné d'avoir voulu influencer. Quelques semaines avant l'élection, ce dernier a reçu Marine Le Pen au Kremlin. Plus sensible encore, des hackers et des médias russes, Russia Today et Sputnik, sont accusés d'avoir sapé la candidature d'Emmanuel Macron. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Il a à côté de lui un Vladimir Poutine qui sera égal à lui-même, c'est-à-dire parfaitement impassible et qui ne livrera aucune réaction. Le président russe se contente de démentir les accusations de piratage informatique. En fait, chers collègues, comment peut-on donner le commentaire par rapport à ça? Qui dit
à la base de quoi dit-on? Et puis peut-être seraient les hackers russes, mais peut-être ce ne sont pas les faits établis en fait. Pendant 5 ans, les deux présidents vont multiplier les rencontres. Il y a toujours eu des discussions extrêmement sérieuses entre les deux. Les deux vont dans les détails, c'est-à-dire qu'ils connaissent vraiment les dossiers. Tous les chefs d'État ne les connaissent pas de la même manière et souvent renvoient à leurs ministres ou aux appareils diplomatiques. Donc il y avait bien évidemment beaucoup de désaccords entre les deux, mais il y avait un véritable échange. C'est sur la promesse de cette relation spéciale qu'Emmanuel Macron s'envole pour Moscou le 7 février dernier. Plus de 100 000 soldats russes sont alors déjà massés près de la frontière ukrainienne. Dans l'avion, le président s'est confié aux journalistes. Il dit on peut empêcher les choses à court terme. Et en fait, dans ce moment-là, ni lui ni ses conseillers ne croient à la vision américaine, qui est de dire que la guerre peut commencer dès demain, parce que les Américains sont extrêmement pessimistes. Emmanuel Macron, lui, pense encore qu'il est tout à fait possible de retarder, voire d'empêcher les choses. Il y croit encore. Mais l'accueil qui lui est réservé jette un froid. D'emblée. Pas de poignée de main sur le perron. Vladimir Poutine l'attend à l'intérieur, dans l'une des salles de réception. What's up? How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Au prétexte des mesures sanitaires liées au Covid, le maître du Kremlin impose une discussion à 6 mètres l'un de l'autre, de part et d'autre de cette table monumentale. С первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы. Знаю, что... Cet entretien commence, il n'y a personne dans la salle et on attend assez longtemps, plus de 5 heures, donc que cet entretien se termine. Entretien très dur, enfin on le comprend en fait en voyant la tête de Vladimir Poutine et la tête de Macron lorsqu'ils apparaissent à la conférence de presse. On voit presque sur les visages que ça ne s'est pas bien passé et que Poutine n'a rien lâché, tellement les deux visages sont fermés. De notre côté, nous ferons tout pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde. Comprenez bien que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN avec une reprise de la Crimée par des moyens militaires, les pays européens seraient automatiquement entraînés dans un conflit armé avec la Russie. Il est toujours simple de commencer un conflit, beaucoup moins de savoir le terminer et de bâtir une paix durable. En quittant le Kremlin, le chef de l'État et ses conseillers font le constat de l'échec total de la discussion. Selon l'aveu même de l'Élysée, Emmanuel Macron n'a plus aucune prise sur son homologue russe. Ce qu'explique Emmanuel Macron, c'est que Poutine, lui, revient en permanence sur la grande histoire, sur la puissance de la Russie, la puissance ancestrale de la Russie. Et donc, ce sont des allers-retours en permanence pendant cet entretien entre la frontière ukrainienne, ce qui se passe aujourd'hui, et Poutine qui, lui, revient systématiquement en arrière. Emmanuel Macron décrit un homme qui fait une relecture de la géopolitique de ces 30 dernières années et qui, en quelque sorte, n'a plus vraiment la tête dans le même monde que nous. Et en fait, on sent, quand on discute avec Emmanuel Macron au lendemain de cet entretien, qu'il n'a eu finalement aucune prise sur Poutine. De nouvelles discussions téléphoniques suivront et ne parviendront jamais à faire évoluer les arguments du président russe. C'était possible de maintenir un échange diplomatique et c'était très bien de le faire. Ce qui était moins bien, c'est de penser que cet échange diplomatique pouvait être une négociation. Parce que cela fait plusieurs années que Poutine est enfermé dans ses certitudes et ses peurs et qu'il n'écoute plus, ni chez lui, ni les avis étrangers, et qu'il est incapable de négocier.
Le compromis, pour lui, ça n'existe pas. Il existe très peu d'informations sur ce qui se passe au sein du Kremlin. Mais tous les observateurs constatent le repli du président russe, tout particulièrement depuis la crise du Covid. Je pense que Poutine a peur. Il semblerait quand même, d'après un certain nombre d'informations qu'on a, qu'il a peur pour lui, pour sa vie. Il y avait une peur bleue de la Covid-19 qui l'a conduit à vraiment s'isoler, se couper encore plus du monde, avoir encore moins de personnes. Son agenda montrait qu'il voyait beaucoup moins de monde, et donc ça l'a coupé certainement de relais qu'il pouvait avoir dans son propre pays. Il s'est également refermé sur un cercle de fidèles plus étroit qu'auparavant. Le fait de se refermer autour de groupes un peu plus restreints, je pense que ça a joué très certainement un rôle. Il y a une rage chez Poutine, un désir de revanche. Il s'est proprement radicalisé. Peu de gens ont encore une influence sur lui. Ni les chefs d'État étrangers, ni ses proches. À 4 jours de l'intervention, une séquence surréaliste va l'illustrer. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. La scène se déroule dans l'imposante salle Sainte-Catherine du Kremlin. Alors qu'il s'apprête à lancer l'offensive en Ukraine, Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité. Использование Украины как инструмента противостояния с нашей стороной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу. Face à lui, mais à bonne distance, les hommes clés du pouvoir moscovite. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense ou l'ancien président russe. Очень тесно связано, но в конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать. Ces discussions stratégiques se tiennent normalement dans le plus grand secret. Mais ce jour-là, Vladimir Poutine met en scène une concertation sur la position que Moscou doit adopter vis-à-vis des territoires pro-russes de l'Est ukrainien. Насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы. Спасибо. Спасибо. Il joue à une fausse transparence assez régulièrement, mettant en scène des rendez-vous avec des ministres où les gens parlent, où il explique, où il dialogue. Ce qui est plus étonnant, c'est le jeu qu'on sentait entre lui et une ou deux personnes présentes dans la pièce, dont son chef des renseignements extérieurs. Sergei Evgenievich. Cette séquence est supposée montrer l'unité de l'État russe derrière son leader. Mais elle va déraper quand le chef du renseignement extérieur, l'un de ses plus fidèles soutiens, va se montrer hésitant. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня говорится, что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет республики? Я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет? Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. Manifestement, autour de la table, au Conseil national de sécurité, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Et s'il y a eu une séance publique, et s'il y a eu, c'est une scène un peu surréaliste, il faut le dire, c'est qu'il a voulu que tout le monde mange son chapeau et que tout le monde soit derrière le chef. Mais c'est très intéressant, parce que ça montre en filigrane que dans la nomenclatura, dans le cercle dirigeant, il y avait beaucoup d'interrogations sur l'idée à la fois de reconnaître ces États et a fortiori d'attaquer l'Ukraine. L'humiliation du chef des renseignements extérieurs révèle une réalité inquiétante. Aucun des conseillers de Poutine n'ose plus s'exprimer librement. Même ses plus fidèles soutiens ont peur de lui.
Poutine est un homme seul, renfermé dans ses obsessions, paranoïaque selon certains. Vladimir Poutine est enfermé dans une logique. Il est certainement assez paranoïaque. Encore une fois, sa protection est extrêmement élevée. Il a conçu certainement beaucoup d'appréhension pour lui-même, je dirais, de peur pour lui-même, du régime change, ce qu'on appelle le régime change, c'est-à-dire des anciens dirigeants autoritaires qui ont très mal fini. Je pense à Saddam Hussein, je pense surtout à Kadhafi, dont on dit que c'est un exemple qui l'a beaucoup marqué. Poutine a été horrifié par la vidéo de Kadhafi se faisant assassiner à la chute de la Libye de Kadhafi, qu'il a visionné cette vidéo à plusieurs reprises, et que c'est quelque chose, évidemment, qui est un anti-modèle pour lui. La fin de Staline était marquée par cela. Il avait créé la terreur autour de lui, il avait peur, il faisait comme Poutine goûter ses plats. Je trouve qu'il y a des similarités quand même assez fortes. Alors qu'il a lancé une guerre qui détruit l'Ukraine et fait trembler toute l'Europe, plus personne n'est capable de savoir jusqu'où Vladimir Poutine peut aller.